Bonjour à tous, je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste maintenant depuis plus de 5 ans. J'ai réalisé plus de 350 portraits inspirants et lié des liens d'amitié très forts avec certaines personnalités. Je tenais à les remercier de m'avoir permis d'ouvrir leur univers, mais surtout de m'avoir apporté leur confiance. Aujourd'hui, ce sont eux qui croient en moi. Je suis fier et honoré de vous présenter non pas mon histoire, mais l'histoire. Le projet Inspire Une. Alors c'est une petite, là il ne faut pas prendre une mygale ou une araignée, vous allez avoir peur. C'est une petite peluche, il n'y a pas besoin de pile, elle marche avec la forêt, avec la nature, elle n'a pas besoin d'électricité pour marcher. Et elle est capable de commander ses petites pattes et être très adroite. Alors que nous, avec nos mains, on n'est même pas assez adroit. Elle ne réagit pas du tout aux énergies des gens, il n'y a pas des moments où elle est plus stressée. Si, elle ressent, mais elle est habituée à l'adrénaline, parce que les gens, on les utilise beaucoup pour l'adrénaline. Quand tu es bourré d'adrénaline, pour un animal, l'adrénaline, que ce soit dans la mer, avec les requins ou avec d'autres animaux, quand tu as peur, tu dégages de l'adrénaline. Pour les animaux, l'adrénaline, c'est une agression. Oui, quand tu es en combat, c'est de l'adrénaline. Quand tu as peur, c'est de l'adrénaline. Les animaux ne font pas trop la différence. Pour eux, il y a agression automatiquement. Donc, ils vont fuir ou se défendre. Maintenant, si on a par la connaissance, on n'a plus peur, on ne dégage plus d'adrénaline, ils se foutent de nous complètement. Quand on voit un animal qui est sauvage, je parle d'Afrique parce que j'ai 30 ans d'Afrique quand même, j'ai été guide de chasse, n'importe quel animal qui charge, qui prévient que c'est son territoire et qui fait semblant de charger, on ne bouge pas. Même on lève les bras pour montrer qu'on est encore plus grand. Je suis ravie d'être ici avec vous ce soir. Alors je sais qu'en premier lieu, il faut dire un petit mot sur notre rencontre avec Steven. Alors je dois avouer que la première fois quand il m'a contacté par un réseau social, donc LinkedIn pour ne pas le citer, j'avais pas envie. Je sortais d'une période intense de médiatisation suite au premier livre que j'ai écrit. Et il faisait froid, c'était l'hiver, j'avais pas du tout envie qu'on me répète encore 15 000 fois les mêmes questions et je savais plus trop comment y répondre d'ailleurs parce que c'est compliqué de répondre toujours différemment aux mêmes questions. Et du coup, j'ai reporté plusieurs fois ce rendez-vous et puis un jour, je me souviens, c'était à la Défense, donc marché de Noël. J'ai fini par me dire, allez, vas-y, il est jeune, il a l'air sympathique, il a un beau projet, c'est cool de supporter des projets comme le sien. Et j'aimais bien le titre de son site internet, c'était Racines solaires. Et voilà, c'était quelque chose qui me parlait, autant l'ancrage dans la terre que le côté lumineux de ce projet-là. Et donc j'ai fini par y aller un jour où il faisait pas beau du tout et vraiment il faisait froid, c'était pas sympa. Puis je l'ai vu débarquer sur son petit vélo tranquille avec son sac à dos comme un étudiant à la Défense, et puis tout calme, voilà, quelqu'un de très posé. Et c'est tout en douceur qu'on s'est installé. Il a pris sa petite caméra, je ne savais pas ce qu'il allait faire, je ne savais pas trop les questions qu'il allait poser. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont il a tourné l'entretien parce que ça différait des autres questions qu'on avait pu me poser. Parce que ce qui l'intéressait, c'était pas nécessairement le vécu ou l'expérience, mais la manière dont on pouvait la transmettre et les autres messages qui pouvaient graviter autour de ça. Et cette forme de transmission, voilà, qui me plaisait beaucoup et avec une forme de bienveillance qui est pas toujours donnée dans ces métiers-là. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Steven il y a 2 ans et que voilà, régulièrement on se voit, il y a d'autres projets qui naissent toujours dans cette idée de fédérer, de rencontrer, de parler des expériences, de partage. Et voilà, comme pour moi la vie c'est un partage, je suis contente de l'avoir, voilà, qu'il fasse partie de ma vie et qu'on continue le chemin qui est le nôtre de temps en temps, puis ça se croise et voilà, c'est une belle rencontre. Et donc voilà, moi je suis Agnès Nodin, j'ai 35 ans, je suis capitaine de police en disponibilité actuellement. J'ai commencé à écrire mon premier livre en 2017 et il est sorti en 2018 sur l'expérience que je vivais depuis 3 ans en brigade des mineurs, enfin de protection de la famille. Donc tout ce qui a trait au viol, agression sexuelle sur les enfants, les violences conjugales importantes. Et
Et le Cherche Midi m'a demandé de faire un témoignage qui mêlait un peu l'expérience professionnelle et l'expérience de la vie privée, ce que j'ai fait sur le premier tome. La sortie du premier tome a été donc très médiatique parce que c'était un sujet qu'on connaissait peu à part le film Police. Et ça a été une période qui a été assez intense et qui n'a pas été évidente pour moi à vivre à l'intérieur de la police parce que si le monde extérieur avait envie de savoir ce qui se passait à l'intérieur, généralement ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas du tout envie que les autres sachent ce qu'il s'y passe. Et donc du coup j'ai vécu une année qui a été un peu particulière, dans un espèce de silence, comme si ce livre n'était jamais sorti et comme si s'était jamais rien passé. Alors j'avais eu de la chance parce que dans le parcours médiatique j'ai pas fait d'erreur et donc du coup on m'est jamais tombé dessus, on va dire dans ce que j'ai pu dire et dans les interviews que j'ai pu mener. Mais l'ambiance au boulot, elle a commencé petit à petit à se modifier, à changer. Voilà, quand on dit doucement, on rentre dans un placard. Voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc ça a été une expérience qui n'a pas été évidente, d'autant plus que j'étais en train d'écrire le deuxième livre. Et donc du coup, je marchais un peu sur des œufs parce que j'avais envie de parler d'un autre sujet qui était celui du management dans la police et des problèmes de management, justement, de la manière dont les effectifs sont traités. Et j'avais envie d'en parler un peu dans le deuxième, de par l'expérience que je vivais quotidiennement. Et donc je savais que ça allait pas leur plaire. Et donc il y a eu une année d'écriture où j'ai beaucoup hésité entre quoi dire, quoi faire, comment passer le cap, le passer ou pas. Et j'ai réussi à le passer en mettant en disponibilité. Alors on peut le prendre comme une fuite en se disant que j'ai sorti le deuxième, je l'ai posé comme ça et je me suis barrée très très vite. C'est un peu le cas, j'avoue. Je pense que quelque part je me suis protégée parce que c'était compliqué de vivre cette tension un peu au quotidien. Mais j'ai choisi ça parce que pour pouvoir continuer de parler, d'expliquer et de raconter ça, parce que ça me paraissait être pour moi l'essentiel, tout en me protégeant, parce que si effectivement j'arrive plus à le raconter et que je le vis pas bien, ben je pourrais pas continuer, donc l'objectif serait pas rempli. Et donc du coup la disponibilité, ça a été compliqué aussi, parce que ça veut dire sortir de la police, rendre sa carte professionnelle, c'est-à-dire qu'on nous enlève une partie de notre identité et de la case dans laquelle on nous met. Capitaine de police, c'est tout un univers, on ne s'en rend pas compte parce que nous on le vit, mais en fait c'est l'étiquette que les gens nous collent dessus, quelque part qui nous colle à la peau, et du coup quand on part et quand on rend ça, il y a une perte d'identité et de repères qui n'est pas forcément évidente au départ, on se sent un peu nu. Et donc alors, je ne suis pas complètement sortie du service public parce que du coup, je suis allée faire l'école de guerre pendant un an où j'ai suivi les militaires pour justement essayer un peu de comprendre comment eux vivaient leurs problématiques de management, la cohésion, essayer de comprendre pourquoi ça se passait mieux dans les corps armés. De mon point de vue, c'était pas forcément vrai, mais au moins je suis allée voir un peu sur place et d'essayer d'écrire effectivement à ce moment-là un troisième livre sur le malaise à proprement parler dans la police. Et donc là, vraiment sortir de ce devoir de réserve et de loyauté auquel on est assujetti. Et ça a été une expérience très enrichissante parce que justement, ça a nourri tout au long de cette année avec les échanges avec les militaires, de pouvoir comprendre comment ils fonctionnent et quelles sont les problématiques qu'ils ont et comment est-ce qu'ils arrivent à les dépasser. Et donc voilà, donc aujourd'hui ça fait 1 an et demi que je suis en disponibilité, je continue d'écrire, je suis passée plusieurs fois devant l'inspection générale de la police nationale pour manquement au secret de l'instruction et des enquêtes, donc c'est toujours en cours, je ne sais pas trop ce que ça donnera, mais je le prends un peu aussi comme une forme de pression. Ça n'a pas été évident au début, mais bon, ça ne m'a pas empêché de finir le troisième livre hier d'ailleurs. Donc voilà, j'ai décidé de continuer un peu dans cette voie-là parce qu'effectivement, quand on est fonctionnaire et qu'on est assujetti au devoir de réserve et de loyauté, je trouve que trop souvent, ça permet à nos institutions et à nos politiques d'agir de différentes manières et qui ne sont pas forcément justes. Je ne sais pas si le mot est juste ou pas, mais en tout cas, c'est celui qui me semble le plus approprié.
Et du coup, l'écriture, c'est vraiment un moyen qui m'a permis de dépasser, voilà, de dépasser ça, de dépasser la peur et de pouvoir continuer petit à petit à faire, voilà, à faire ça en espérant que j'arriverai à passer entre les mailles du filet. Ouais. Et voilà, et de le partager avec vous, c'était une expérience très enrichissante. Ouais, je vous remercie. Le plus grand succès, c'est de pouvoir rencontrer, avoir la chance de pouvoir rencontrer des gens incroyables et que ces personnes m'ont beaucoup appris, apporté des valeurs surtout, et qui m'ouvrent leur cœur, leur esprit. Et du coup, je remercie infiniment la vie pour ça aussi. J'adore Steven qui arrive dans ce Est-ce que tu peux d'abord m'accompagner? Est-ce que tu la sens? Regarde, qu'est-ce qu'il te fait? Vas-y, place. Maintenant, mets ta main devant comme ça pour la laisser passer. Regarde, vas-y, mets ta main. On va faire Laisse ta main. Regarde la douceur avec laquelle elle passe. Est-ce que tu as vu la douceur? Eh bien, en tout cas, c'est super ça. Est-ce que tu as vu la victoire remportée pour un truc qui est simplement une image? Est-ce que tu l'as vu? Non, remets ta main volontairement et viens la chercher. Mais là, je te laisse la main par là-bas. Non, mais je crois qu'elle m'aime pas. Non, je crois qu'elle m'aime pas. Non. Je crois qu'elle sent. Non, elle me connaît moins. Oui. Non, mais donne ta main. Non, mais vas-y, recommence. Regarde. Tout le monde est plus. Et Il faut la reprendre, elle est pas contente. Elle est pas contente. C'est toi qui as décidé qu'elle n'était pas contente. Non, parce qu'elle s'est arrêtée d'un coup. Tu sais que tu fais penser aux mamans qui ont des bébés, qui ont un sport, des enfants, et les enfants ils courent partout, ils crèvent de chaud, mais maman elle est assise sur le enfant. Viens là, et elle remet un autre. Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc il faut stopper d'être le nombril du monde, mais penser que les autres ont besoin. Et les enfants qui vivent quand c'est 0 degré, ils sont dans l'égout à poil en train de jouer à quelqu'un. Parce qu'on est capable de ça. Bonjour, alors comment j'ai connu Steven? Je me retrouve un petit peu beaucoup dans tous les témoignages des autres intervenants. On perçoit Steven de la même façon et je pense que c'est normal parce qu'il est authentique et qu'on ne peut que percevoir ce qui est percevable et ce qu'il émane. Steven est quelqu'un d'empathique, quelqu'un de profondément humain. Quand il va interroger quelqu'un, il ne s'intéresse pas à un nom, il ne s'intéresse pas à une gloire, à un titre, il s'intéresse à un homme, à une femme, à un enfant. Véritablement, c'est un échange d'humain à humain et il a cette capacité de poser des questions qu'on nous a peut-être pas forcément posées, au-delà de notre activité, au-delà d'un livre, au-delà de choses qu'on aurait pu faire. C'est vraiment comment nous, on le vit de l'intérieur. Steven, étrangement, je l'ai connu dans une chambre d'hôtel. Alors c'est un peu beaucoup rigolo parce que j'ai écrit un livre du chaos à l'éveil spirituel dans lequel je relate un parcours un peu compliqué, principalement au niveau des hommes. Et me demander à moi d'ouvrir ma porte de chambre d'hôtel à un homme n'était pas gagné. Il ne me l'a pas demandé, mais en fait, comme je ne vis pas sur Paris, il a manifesté la volonté de me rencontrer. Et je ne savais pas d'où il sortait, ni ce qu'il me voulait, mais bon, il voulait me rencontrer. Je suis quelqu'un, moi aussi, beaucoup dans l'échange, dans le partage. Et j'avais aussi, moi, envie de rencontrer quelqu'un qui avait envie de me rencontrer, même si je ne savais pas d'où il sortait. Il m'avait donné un premier rendez-vous qu'il a annulé pour un imprévu et qu'il a reporté ensuite après. Donc on a cumulé ça avec un passage que j'avais à faire sur Paris. Et donc j'étais dans ma chambre d'hôtel et je lui ai dit venez dans ma chambre d'hôtel. Voilà. Et avec toute cette confiance et sans aucune arrière-pensée parce que Steven et moi avons ce point commun de fonctionner à l'intuition. On ressent les gens. On n'est pas obligé d'être en face d'eux pour les percevoir. Les mots écrits à travers un mail portent les vibrations de la personne qui les exprime. Et j'avais capté Steven avant de l'avoir en face de moi. Et donc, il avait ma totale confiance.
Et Steven est arrivé donc à ma chambre d'hôtel avec son petit vélo presque sur le dos, parce que si je me souviens bien, je crois qu'il n'y avait pas de gardiennage en bas de l'hôtel, et pour ne pas se le faire voler, il me semble bien qu'il l'est monté dans l'ascenseur et il l'a laissé soit dans le couloir, soit dans ma chambre, je ne sais plus, en tout cas je sais qu'on était très serrés, c'était une petite chambre. Et ce qui devait, je pense, durer une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est un peu éternisé jusqu'à ce que Mais ça, c'est Steven, quand on le connaît, on ne peut plus se décrocher parce qu'une idée en amène une autre. Et on est très vite devenus complices, on s'est retrouvés sur énormément de points. Et comme avec tous les autres intervenants, on est resté en lien. Et Steven ne s'arrête pas à vous parce que votre histoire lui en rappelle l'histoire d'un autre. Vous émettez une problématique, il fait le rapprochement avec un autre intervenant qui avait cette même problématique. Steven a découvert avec étonnement que des gens qui avaient un parcours fabuleux, qui avaient un nom, avaient aussi beaucoup de difficultés à avoir de la visibilité, à obtenir de la crédibilité. Et il a été très surpris de voir à quel point certains étaient en train de ramer, presque dénudés de tout moyen. Personne ne leur ouvrait la porte alors que lui, il était emballé par leur histoire. Et c'est ceci qui a engendré, en fait, je vais te faire rencontrer un tel qui pourrait peut-être t'aider dans ce domaine. Puis tiens, ça me fait penser à un tel qui, lui aussi, a cette même problématique. Et c'est comme ça qu'il a fédéré autour de lui, c'est plus de 340 ou 350 reportages de personnes qui se croisent, s'entrecroisent, se tendent la main. Et comme j'aime à l'appeler, forment une grande famille, en fait. Voilà ce qu'est Steven. Il fédère autour de lui et il ne s'arrête pas à un personnage, mais à créer le monde auquel il aspire. Quand je disais qu'on avait un point commun, c'est de fonctionner au mode de l'intuition. Nous avons aussi ce même point commun que d'avoir une attitude authentique, riche d'authenticité, mais seulement d'authenticité. Parce que on n'a pas forcément de moyens. Par exemple, dans mon domaine d'activité, j'ai aucun diplôme. Je suis une cancre et j'ai réussi à ma façon. J'encourage d'ailleurs tout le monde à réussir à sa façon, de prendre conscience des forces, des compétences qu'ils ont à l'intérieur d'eux et ne pas se cantonner à copier ou à obéir à ce qu'on leur dit en disant pour aller à tel endroit, il faut faire telle filiale d'études. Non, il y a des moyens par des sentiers battus d'arriver au même résultat à votre façon et c'est beaucoup plus épanouissant. C'est à mon sens ce qui s'appelle la réussite. C'est laisser son empreinte avec nos différences, nos forces, nos faiblesses qui font ce que nous sommes. J'ai parlé brièvement de mon livre du chaos à l'éveil spirituel. C'est une autobiographie dans laquelle je relate mon parcours très difficile entre un passé de femme battue. J'ai vécu aussi dans la rue. J'ai vraiment été dénuée du tout. Et j'attendais qu'une chose, pendant ma première partie de vie, c'était la mort en fait. Je détestais vivre et j'attendais que ça se termine. J'étais complètement dans l'attitude de la victime. J'avais construit mon identité sur mes souffrances. Donc mon attitude était celle du déterminisme. J'avais pris pour vérité tout ce qu'on me disait. Tu es nul en ça, tu es bonne à rien, tu ne pourras jamais réussir dans la vie. Tout ça, c'était devenu des vérités pour moi. Tellement ancré que j'étais persuadée de ne voir rien du tout. Et puis petit à petit, j'ai pris conscience. Le docteur Kuipers parle de l'attitude en expliquant bien que c'est vos connaissances additionnées à vos compétences, multipliées par votre attitude qui font votre valeur. Votre valeur, pas en termes quantitatifs, pas en termes de comparaison non plus, mais votre valeur en tant que vibration, ce que vous vibrez, ce que vous émanez. Et j'en reviens à Steven qui émane, qui vibre l'authenticité. Et mon parcours n'a été construit qu'à partir de ça. Une fois que j'ai pris conscience de mes compétences, et je n'avais que pour efficacité que mon authenticité, c'est-à-dire des intentions complètement désintéressées. Juste faire pour apporter, faire ce qui me semblait cohérent, ce qui me semblait pertinent d'apporter au monde et que je déplorais ne pas voir en fait. Parce qu'il faut rappeler que quand on est en mode souffrance, c'est parce qu'on focalise sur nos manques, on focalise sur tout ce qui nous déplaît. Quand on est occupé à construire ce qu'on aimerait voir à la place, on n'a plus le temps de se morfondre et de s'apitoyer ou de critiquer ou de juger tout ce à quoi on n'adhère pas, tout simplement.
Donc, si je pouvais avoir un message à livrer au monde entier, soyez vous-même. Pour être soi-même, encore faut-il aller se chercher. Parce que comme je l'ai dit, souvent on se construit une image de soi qui répond aux attentes de l'extérieur, et qui est complètement éloignée de qui nous sommes, avec en plus toutes ces compétences que nous avons à l'intérieur de nous et dont on s'est coupé parce qu'on n'y croit plus, puisque l'autre n'y a pas cru. Donc allez-y, osez, offrez vos différences, œuvrez à votre façon. Si pour vous c'est juste, la réussite est au bout. Dans l'univers, il n'y a que deux forces. Il y a attraction ou répulsion. Si quelque chose vous attire, si quelque chose vous aspire, comme avec Steven, son timbre, sa vibration, créer l'ouverture à l'intérieur de moi, allez-y, c'est que la voie est juste. Et pour preuve, aujourd'hui, je suis à ses côtés, à côté de tous les autres intervenants, et je suis tellement heureuse de voir qu'entre nous, on peut s'apporter, qu'on peut s'unir, se tenir les mains dans la main, au lieu d'être une force de proposition différente de tout ce qu'on peut voir, où les gens se critiquent, les gens se tapent dessus pour arriver avant, pour prendre la place. C'est juste horrible tout ceci. Et nous construisons justement une humanité meilleure et constructive dans la bienveillance et le partage. Ce qui me permet de me relever, c'est... Alors c'est étrange, hein, mais c'est de faire les choses en fait. Parce qu'on se dit, tiens, on n'est pas capable de faire telle ou telle chose, et quand on est dans l'action, dans le mouvement, il se passe un truc, je ne sais pas comment vous expliquer ça, une magie en fait qui s'opère, et tout d'un coup, la vie vous redresse, quoi. Et c'est là où on se dit, finalement c'est bien de faire les choses, quoi, d'être dans le mouvement. J'ai mis avec mes lunettes. Non, mais partez sur la table. Ah! Mettez les lunettes sur la table. Ça, c'est vos lunettes avec elle dessus. Oui, super. Attendez. Ah oui, c'est des lunettes en écaille de plastique, j'espère. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui. Allez. Avec lui? Ouais, avec Philippe. Et comment elle va être? L'homme de la glide, l'alligator. Mais comment elle va être? Non, d'accord, va. Non, parce que... Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord dire mon plaisir, mon très grand plaisir d'accueillir ici chez Studio Butterfly l'émission Inspirez-nous, car elle correspond absolument à ma vision de la vie, c'est-à-dire la différence. Et je voudrais commencer par cette phrase de Saint-Exupéry qui disait « Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Eh bien ce soir, personnellement, je me suis enrichi de voir tant de différences, tant de personnalités attachantes, différentes, et iconoclastes, anachroniques, qui donnent du plaisir et du sens à la vie. Oui, soyez tous différents, c'est ce que moi j'essaie d'être, car comme l'a très bien dit Steve Jobs, think different. Et c'est la différence qui crée la personnalité. Et j'ai assisté à des personnalités ici qui ont exprimé au-delà du plaisir de vivre, qui ont donné un sens à leur vie, et ça c'est assez excitant. Et je trouve qu'il faut savoir s'exciter dans la vie pour vivre. Et je voudrais simplement remarquer une chose, c'est que quelque part, les gens que j'ai écoutés pratiquent ce que j'appelle moi les 4 valeurs du désir. Car je suis publicitaire de métier, donc je dois rendre désirables les messages que l'on émet, et je dois essayer d'attirer les gens. Alors comment être désirable? Eh bien les personnes que vous avez écoutées sont toutes désirables. Pourquoi? Parce qu'elles pratiquent les 4 valeurs que je crois essentielles. Pratiquer l'humour, créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Jusqu'à la présence, alors qui l'eût cru, d'un alligator dans ses extraordinaires bureaux? Eh bien je dois dire que ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et alors en plus, j'ai même appris que celui qui élève ces alligators a 2 alligators, l'un qu'il appelle Ali et l'autre qu'il appelle Gator. Je trouve que ça, c'est un message de communication et je souhaite qu'il devienne un publicitaire, car imaginer de tels propos et de tels noms, c'est vraiment formidable. Donc, je voudrais rapidement dire que parmi tous les personnages que j'ai étudiés, chacun a une telle personnalité qu'ils ont été désirables. Je pense qu'ils ont matière à s'exprimer et je félicite Steven, qui est l'auteur de cette émission Inspirez-nous, de nous avoir invités et je suis encore ravi de vous avoir accueillis. Merci. Allez mesdames, rentre les cuisses, c'est l'heure du... Oui, je ne vais pas t'embêter, mais c'est pas la seule de mal.
Ça va vous rappeler des souvenirs de jeunesse. Il va retourner vers sa boîte. Le plus grand échec, ça a été de ne pas tenter les choses. de se dire qu'on n'est pas prêt. Et en fait, je pense que prêt ou pas prêt, il faut y aller, quoi. Il faut foncer. Donc je pense que c'est ça le plus grand échec, c'est de ne pas tenter les choses, de ne pas oser, quoi. Alain Guillot, bonjour. Je suis triste d'être pas présent à Paris demain, dimanche 8 novembre, confinement oblige. Alors je suis confiné sur une île, vous le voyez dans mon dos, avec la mer, cela peut paraître très sympathique. En revanche, prendre un bateau en confinement est difficile et venir à Paris est encore plus difficile pour moi. Donc je le fais par téléphone. Cela me permet aussi de parler de Stephen Kent parce que c'est lui qui nous réunit, c'est lui qui nous a fédérés. Après avoir tourné des centaines de films, avec le talent qu'on lui connaît, que je le reconnais, que vous le reconnaissez toutes et tous, ce garçon a souhaité réunir une dizaine d'entre nous, donc c'est un véritable hommage qu'il veut nous rendre, et c'est l'hommage que je veux lui rendre à lui, parce que c'est lui qui a eu cette idée, et c'est lui qui a su fédérer ses énergies, ses engagements, ses talents. L'architecte lumière que je suis a créé son cabinet il y a un peu plus de 40 ans, à Lyon, architecture lumière, avec déjà l'intime conviction que la lumière est l'écriture nocturne de l'architecture du patrimoine et qu'à ce titre, il était nécessaire d'en faire un vrai métier. Dieu que ce fut difficile. Et puis comme la passion était toujours là, elle est toujours présente. J'ai pu développer cette activité et en 1989, la municipalité de Michel Noir Henri Chabert, Chabert disparu maintenant, m'ont confié le plan lumière de la ville de Lyon, mais aussi la même année 1989, le 8 décembre, la grande fête des Lumières, celle qui existait déjà, une fête religieuse, mais qui s'essoufflait un peu. Il m'a été demandé de la réveiller pour en faire une fête populaire, ayant donc un cap populiste. Et ça fonctionnait. 1989, 8 décembre, si on avait quelques centaines de milliers de spectateurs, c'était le bout du monde. Et depuis, quelques années après, nous sommes maintenant près de 4 millions de visiteurs, entre 3,5 millions et 4 millions 200 difficiles à compter. C'est aussi quelque chose qui m'a permis de pouvoir œuvrer dans 50 pays dans le monde avec la même passion, le même engagement. Et c'est la raison pour laquelle la République française a souhaité m'honorer en tenant une légion d'honneur pour honorer l'engagement d'ambassadeur de la culture de notre pays France que j'assure en tant qu'architecte de lumière, puisque c'est grâce à la lumière que j'ai pu réveiller et révéler le patrimoine dans beaucoup de villes dans le monde. J'aurais aimé en parler de vive voix lors de cette assemblée Campus Eiffel. Cela se fera une autre fois, bien évidemment, puisqu'une idée généreuse et belle. Je crois qu'il faut, Stephen, tu as raison, ne jamais l'abandonner. Avec l'aide d'Aline Peugeot, tu as déjà démarré une très belle opération. Tous les présents qui ont déjà répondu favorablement à ta demande, même si demain tout le monde ne peut pas être présent à mon image, ils sont tous avec toi, Stephen, pour démontrer que cette idée, il faut la garder pour la développer dans le temps. En effet, je crois que nous sommes tous unis, réunis par la volonté d'être à tes côtés pour parler de quelque chose de beau, d'irremplaçable, qui s'appelle la liberté, le partage, l'amour des autres et la capacité à échanger. Je crois en effet que nous sommes dans une époque qui souffre, qui doute, et les gens ne savent plus, n'osent plus communiquer. Nous devons communiquer. Stephen, tu l'as appris en tournant des films sur nous, tu nous donnes la possibilité de nous exprimer, et ce Campus Eiffel doit perdurer sous l'ombre de cette belle tour Eiffel. Philippe qui est là peut en témoigner, son arrière-grand-père, quelle belle aventure fabuleuse dans le monde. Vous le savez, l'icône mondiale maintenant de notre pays France, c'est bien la tour Eiffel. Et quel beau souvenir. Très bonne réunion demain, et bientôt une très bonne réunion pour que nous soyons tous ensemble, pour communiquer, pour échanger, avec bien sûr des personnalités aussi, au-delà de ce côté de la caméra, qui seront à nos côtés pour écouter, mais aussi pour partager. Nos interventions multiples ont de ce fait aucune valeur si nous ne sommes pas en capacité d'échanger, de donner aux autres.
Oui, Evelyne. Oui. Tu vas? Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour, t'arrives? Comment tu vas? Ah oui, c'est vrai que... Ah, bah attends, bah j'arrive. Ah, ça fait plaisir de... Tu peux passer, hein. D'accord, ok. C'est un moment qu'on s'est pas vu. Ça va bien? Oui, Ça fait plaisir de te voir. Attends, il y a Philippe. Comme vous voulez, moi, c'est pour moi, ça va. C'est plaisir de te voir. Nicolas, numéro 2 de... Enchanté. Bonjour. Steven, bonjour. Voilà. Bah, on est arrivés, nous. Non, mais bon. C'est la région là-bas. Moi, j'ai le souvenir de vous avoir croisé. Du coup, ça va? C'est cool, t'avais plutôt merci. Ah, Clément, salut Clément. La queue. Les gens pensent simplement que la queue, elle pique. Non, un serpent, ça pique pas par la queue. Elle pose son téléphone. Ok. Non, attends, je voulais montrer que j'arrive. Tiens. Bah vas-y, filme. Tu mets tes doigts comme ça, comme si tu étais une branche d'arbre. Mais tu bouges pas tes doigts. Et tu... non, Et s'il n'aime pas mon odeur? S'en fout ton odeur. Et s'il n'aime pas mon parfum? Tu mets des parfums? Oui. Ah bah heureusement. Allez, mets tes doigts droits comme ça. T'es une branche. Attends. D'abord, il faut que je le touche un petit peu. Ça, c'est un animal dangereux, ça, c'est l'homme. C'est tout doux, non? Ah, c'est doux. Ah, mais c'est doux. Ah, mais c'est pas très doux. Ah, mais c'est très très doux. Bon, d'accord. Et je mets quoi? Regarde, tu mets tes doigts comme ça et on va simuler simplement. Regarde, tu bouges pas, t'as pas besoin de le tenir. Regarde comment il se déplace. Non. Regarde, fais un sourire quand même. Non, mais regarde, maintenant prends-le directement dans la main. Attends, doucement. Tu peux le prendre, hein. Regarde. Il faisait quand même 13 degrés quand je suis Il ne prendra pas. Regarde, prends-le comme ça. Voilà. Bonjour. Alors écoutez, je vais vous raconter une petite histoire rigolote. Un jour, chez moi, dans mon bureau, tranquille, avec mes animaux, j'en ai partout. Un coup de téléphone. Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais venir voir chez vous, filmer? C'est pourquoi TF1? Non, on est des je sais pas quoi, vous savez, des blogueurs ou des je sais pas quoi. Je dis oui, bah écoutez, vous pouvez venir. Oui, pourquoi pas, mais sans plus. Et un jour, ce monsieur arrive, Steven. Et le courant est passé, quelqu'un qui sait écouter, qui sait retransmettre vraiment ce qu'on a envie de dire. Et j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire qui, grâce à lui, on arrive à faire des choses. Et ça s'appelle Racine Solaire. Et c'est fabuleux. Et il fait des trucs où on peut enfin aider les gens à mieux comprendre ce qu'on fait nous. C'est d'accepter les animaux comme ils sont et comme on voudrait qu'ils soient. Et non pas comme on voudrait qu'ils soient, pardon. Mais par contre, il faut savoir que j'ai 30 ans d'Afrique, j'ai vécu un peu chez les sauvages en Afrique, comme on les appelle. Enfin, les vrais sauvages, c'est ceux qui ont coupé la brousse, c'est pas ceux qui y vivent, hein, quand même, il faut le savoir. Donc j'ai vécu en Afrique et j'ai appris à connaître tous ces animaux, lions, buffles, éléphants, et les animaux les plus rares et les plus difficiles à voir, c'était les reptiles. Et donc j'ai appris à connaître, grâce aux scientifiques qui venaient de temps en temps sur l'Afrique, à mieux connaître ces animaux. Et un jour, je suis rentré en France et je me suis retrouvé ingénieur conseil à la Cité des Sciences de la Villette à Paris, dans le vivant, pour m'occuper de quelques reptiles, pour montrer aux gens. Et là, je regardais les gens réagir. On avait fait des terrariums magnifiques qui s'ouvraient avec des pompes, enfin un truc compliqué, qui est trop difficile pour moi. Et là, je me suis rendu compte que les gens, en les observant, ils venaient surtout voir les serpents ou les lézards ou ces bestioles ou les araignées, simplement pour se faire peur ou faire peur à la copine, mais non pas pour s'instruire ou essayer de mieux comprendre. Donc j'estime que dans notre environnement, on a besoin de protéger cet environnement qui se fragilise toujours un peu plus. Et c'est pour ça que montrer des animaux, il faut montrer vraiment des vrais animaux qui, eux, vont pouvoir vous dire on est là, on existe, il ne faut pas être raciste avec nous. Ces animaux vont vous dire laissez-nous tranquilles parce que nous, grâce à nous, vous avez l'oxygène, vous avez des tas de choses. Et nous, aujourd'hui, on construit des routes, on met du béton partout, on recouvre la terre d'une pellicule et on a de moins en moins d'oxygène, on a de moins en moins de ceci, de cela et on se pose des questions. Alors, j'ai décidé à ce moment-là de voir comment ça se passait, de monter une association avec des présentations publiques pour des animaux, pour montrer les animaux, mais gratuitement, que le public ne paye pas, pour amener la connaissance avec des animaux vivants, des vrais animaux. Ces animaux ne sont pas des Pokémon, ce sont des animaux qui ont besoin d'une forêt, alors qu'un Pokémon a besoin d'un branchement d'ordinateur. Et donc j'ai monté cette association et on a fait pendant 25 ans des expositions dans les galeries marchandes qui étaient gratuites pour le public, on recevait beaucoup de monde. Et c'est comme ça qu'en sensibilisant les gens par la connaissance, on commence à protéger. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait venir oui, effectivement. Si je parle d'une mygale, ça vous fait quoi? Avant,
C'était une crise d'hystérie immédiate. Voilà. Et tu peux raconter d'ailleurs, voilà la petite mygale que je mets là. C'est une mygale. Alors évidemment, on a toujours très peur de ces petites bêtes. Regarde, elle fait de la soie, je ne sais pas si on arrive à la voir, regarde. Oui, elle la voit bien. Elle fait de la soie. Alors, évidemment, quand on commence à mieux comprendre que ces animaux ont une place, ont un foie, un cœur, des poumons, des pattes, ils arrivent à commander tout ça, eh bien, par la connaissance, on finit par découvrir mieux les animaux. Et je pense que tu peux en parler mieux que moi, maintenant, cette approche. Oui, j'avais des croyances qui me limitaient, en fait. C'était que l'araignée, c'est moche, ça pique, c'est vénéneux, ça mord. Mais en fait, j'avais bien conscience que pour elle, j'étais certainement pareille, aussi hideuse que moi je pouvais l'avoir. Donc j'étais quand même intéressée. Et puis Philippe a su trouver les mots, a eu la patience surtout, parce qu'il lui a fallu quand même une journée jusqu'à ce que je me décide enfin à accepter une araignée sur moi. Voilà. Non, mais c'est normal, mais voilà, tu as été très courageuse pour aller jusqu'au bout des choses, ce qui n'est pas toujours le cas. On ne veut pas savoir, on ferme la porte. Alors que quand on découvre, maintenant tu les vois comment? Quand tu vois une araignée chez toi, tu ne la vois plus de la même façon. Je les attends, mais autant avant je les redoutais, j'ai cherché, j'ai traqué pour les enlever, mais autant maintenant je les attends. Mais depuis que j'ai plus peur, il n'y en a plus. C'est étrange. Ben oui, elle se dit, elle n'a pas peur de nous, donc elle va nous manger. Non, mais c'est vrai que tous ces animaux qui paraissent horribles au départ, parce qu'on ne les connaît pas, une araignée comme ceci, écoutez, elle est pleine de poils, elle a plein de pattes, c'est flou, et donc on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc ce qui est important dans la vie, pour mieux comprendre notre environnement, si on veut laisser à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants une planète à peu près propre, il va falloir commencer à apprendre à vivre en symbiose avec notre nature. Et c'est par la connaissance et la vision de ces animaux, et par cette connaissance, on va peut-être protéger un petit peu notre environnement, parce que je crois que c'est de plus en plus grave, et accepter les choses comme elles sont. Merci. Bravo à toi. Alors, si j'ai un conseil à donner à un entrepreneur, c'est jamais prendre de négatif comme une sorte de blocage en fait. C'est de le transformer en positif. C'est-à-dire que se dire qu'il y a toujours des solutions. Il y a plus de solutions que de problèmes et que dans la solution, il y a encore une meilleure solution. Tu as quand même une grande question qui fait plus d'un mètre maintenant. C'est presque ma taille, dis donc. Tu vois, ce matin, tu n'aurais jamais cru que tu ferais ça. J'ai déjà touché un serpent. J'ai déjà mangé des serpents. C'est très bon. Serpent, c'est un goût de poulet, mais en plus, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bonjour, je m'appelle Isabelle Leyer, je suis journaliste, artiste, podcasteuse, speaker, coach. En fait, c'est plein de mots, mais qui disent simplement que je suis un être humain qui va à la rencontre de ses rêves. Et c'est justement comme ça que j'ai rencontré Steven. Ce que j'ai adoré chez lui, c'est qu'il s'est dit « Tiens, elle, j'aimerais bien lui parler ». Eh bien, pour lui, tout est possible. Il m'a contacté sur LinkedIn, j'ai répondu « Ok ». Mais au-delà de ça, donc déjà, ce « tout est possible », il est formidable. Il ne s'est pas limité, il n'a pas dit « non, c'est pas possible ». Mais en plus, quand on a échangé, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui, voilà, comme moi, va à la rencontre de ses rêves, ose, tente, et tant pis si on se trompe, parce que finalement, il n'y a pas d'erreur, on apprend. Et c'est vraiment ce qu'il nous prouve, Steven, c'est ça, c'est que ça vaut la peine d'y aller. Et puis, ce que j'adore aussi chez Steven, c'est qu'il réunit les gens, toutes ces personnes qui, par leur parcours, finalement, montrent que c'est possible de croire en ses rêves, montrent que c'est possible d'avoir la vie dont on rêve. Eh bien, il les rencontre et il les amène dans cet univers à se rencontrer. Aujourd'hui, eh bien, on est tous ensemble, on partage ce moment, on se parle, on échange sur nos vies et c'est vraiment passionnant. Moi, je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici grâce à Steven, de rencontrer toutes ces personnes formidables. On a tous des parcours de vie, mais incroyables. On a tous vécu des hauts et des bas. Et finalement, ce qui nous relie, c'est cette foi vraiment puissante en l'idée que c'est possible, qu'on peut y arriver. Moi, vraiment, croire en mes rêves a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Et c'est en m'accrochant à mes rêves que j'ai pu vraiment modifier ce destin qui partait ailleurs et qui, au fur et à mesure du travail, de cette énergie que j'y ai mis en me disant « oui, c'est possible », vraiment en me disant que l'impossible n'existe pas. Moi, je me dis toujours « mais si on a pu aller sur la Lune, franchement, le champ des possibles, il est très loin, vraiment très loin. » Et c'est pour ça qu'en fait, dans tout ce que je fais, c'est toujours connecter les gens
à leur rêve, ou en tout cas transmettre ce message. Quand j'interviewe un artiste ou que je mets un spectacle en avant ou une œuvre en avant, eh bien, je mets en avant quelqu'un qui a cru en son rêve et qui est en train de le réaliser. Et par là même, je montre aussi au public que croire en ses rêves, c'est possible, puisque eux y arrivent en espérant insuffler cette énergie de croire en ses rêves aux personnes qui regardent. Quand je fais une conférence sur la magie de croire en ses rêves, j'explique en fait ce qui fait que dans la vie, beaucoup de gens passent à côté de leur vie à cause de contraintes, de la société, de l'éducation. Il y a plein de choses qui font que ça nous empêche. Il y a une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware qui a découvert que la plus grande regret des personnes qui vont mourir et sont vraiment à la fin de leur vie, c'est de ne pas avoir tenté de vivre la vie de leur rêve, alors que c'est leur vie. Donc, ils pouvaient faire quelque chose. Donc, voilà, ce sont plein de choses. Mes podcasts, c'est aussi croyez en vos rêves, c'est possible d'interviewer des artistes pour montrer qu'en fait, ceux qui réalisent leurs rêves, ce sont ceux qui ne lâchent pas, ce sont ceux qui vont au bout contre vents et marées, et qu'une aventure qu'on pourrait croire négative, un échec, même si pour moi il n'y a pas d'échec, ça vous amène à aller d'une manière plus fine et plus juste vers votre destin, votre objectif, votre rêve. Voilà, et mes coachings, enfin tout ce que je fais, c'est ça, c'est de dire aux gens, croyez en vos rêves. Moi, ça a changé ma vie. Je ne détiens pas la vérité, mais pour moi, ça a marché et j'ai envie de transmettre ce message au plus de monde possible. Après, chacun détient son pouvoir sur sa vie, donc à chacun de faire ce qu'il a envie de faire avec ça. Et en tout cas, voilà, je voulais vraiment remercier Steven de montrer, comme chacune des personnes qui est aujourd'hui ici avec nous tous ensemble, c'est que c'est possible de croire en ses rêves et d'avoir une jolie vie et que ça ne dépend que de nous. Donc voilà, croyez en vos rêves et le meilleur pour vous. Il y a quelques mois, nous étions frappés de stupeur en découvrant que l'humanité était capable d'avoir une préoccupation plus importante que l'économie. On a tout arrêté en quelques jours pour sauver des vies, pour sauver quelques vies. Toutes les idéologies ont choisi la vie plutôt que le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est pas le propre de l'humanité de devoir concilier la réalité avec ses aspirations? Comment rebondir? Comment reconsidérer nos choix? Comment continuer à aller de l'avant? Et comment développer nos passions, nos aspirations au-delà des nouvelles contraintes et normes qui nous sont imposées? Ma passion à moi, c'est l'aviation. Je m'appelle Catherine Monory et je suis une aviatrice. Je suis pilote de voltige aérienne et j'ai gagné 2 championnats du monde dans cette discipline. Je continue d'autre part à faire des présentations aériennes en meeting aérien parce que j'adore ça tout simplement, avec des amis pilotes et nous volons beaucoup. D'autre part, j'ai eu la chance d'être choisie par le ministre de la Défense en 2010 pour diriger le musée de l'air et de l'espace, qui est le seul musée d'État français, et en 2017 d'être élue à la tête de l'Aéroclub de France. Vous voyez donc que toute ma vie tourne autour de l'aviation et est consacrée à l'aviation. De plus, comme j'ai d'abord fait, ou en même temps que j'apprenais à piloter, parce que j'étais lâchée à 15 ans, comme j'ai d'abord fait des études de philosophie, et j'ai toujours un grand plaisir à penser aux passerelles qui peuvent exister entre la façon dont on prépare, on réalise des aspirations de ce genre, un championnat du monde, avec nos attitudes dans la vie. Gagner le championnat du monde était très vite devenu ma priorité, être la meilleure pilote mondiale. Mais ça veut dire quoi concrètement? En fait, ça veut dire que pendant 4 manches de 7 minutes, j'ai été la meilleure, sur un temps d'une semaine à peu près, et ça seulement une fois tous les 2 ans. C'est court, non? Ça, c'est le temps court. Le temps de l'adrénaline, de l'action, du stress, là où il n'y a absolument plus aucune place pour le doute. On a tout anticipé et s'il y a un imprévu, on est prêt à y faire face. 7 minutes, c'est tout. Avant, c'est pas la peine. Après, c'est de toute façon trop tard. La question centrale est donc comment être le meilleur au bon moment? En fait, c'est simple. Pour s'accomplir, la passion demande une organisation du temps. Passion et patience, qui ont d'ailleurs la même racine grecque, qui veut dire ressentir, éprouver. Voilà les 2 mots que j'aimerais partager avec vous. Comment mettre de la patience dans une passion pour lui permettre de surmonter toutes les contraintes qu'elle a devant elle, pour lui donner le temps de la réflexion, de l'analyse,
de la préparation, de l'entraînement, pour lui donner le temps de durer, de s'organiser, de se complexifier et de s'accomplir. Car avant tout, vous avez le temps long, le temps de la préparation, le temps de la patience. Chez nous, c'est 2 ans minimum, mais parfois plus. Vous cherchez les financements, vous choisissez votre avion, vous montez une équipe commando autour de vous, avec votre sponsor, votre entraînement, un petit groupe stratégique avec le mentor qui va vous conseiller tout le temps, avec un mécanicien. Vous grandissez tous ensemble. Et j'ai gagné. Et puis, j'ai voulu m'arrêter. Et mon sponsor m'a dit non. J'ai beaucoup investi et t'es au sommet de ton art, tu y retournes. Donc, je me suis remis en piste. Mais reculons. Donc, bien évidemment, j'ai perdu. Mais j'avais perdu bien avant de commencer. Qu'est-ce que j'avais vraiment perdu de si important? Tout simplement, l'envie de gagner. Le premier titre, je voulais, c'était une conquête, une ascèse, un chemin initiatique, un grand escalier invisible qui allait vers des cieux quasi impossibles à atteindre. Et alors, avec mon équipe, nous avons forgé chaque marche. Nous les avons montées. Chacune a tenu le coup jusqu'à la dernière. Et quand je me remets en piste pour un nouveau titre, le regard des autres a changé, qui croient que vous êtes la meilleure. Alors que vous savez que vous l'avez été quelques instants, mais que c'était un instant éphémère, et que s'il faut recommencer, il faut un nouveau chemin, parce que tout a changé. Alors, la rage m'a repris parce que je suis une mauvaise perdante, et j'ai appliqué tout ce que j'avais en moi pour réussir à nouveau ce rendez-vous. Nous avons tous de ces grands rendez-vous. Il nous faut être excellents sur un temps assez court que nous avons à préparer très longuement. C'est exactement ce que m'a appris la voltige et que j'aurai un immense plaisir à partager avec vous quand nous allons enfin nous rencontrer au campus Eiffel. À très bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci Steven de nous réunir aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux d'être avec toutes ces personnalités atypiques. Merci et bravo de nous avoir fédérés. Tu as une capacité en toi complètement démente de nous réunir, de nous donner envie de nous rassembler et de monter des projets entre nous. J'ai rencontré Steven il y a maintenant plus de 4 ans grâce à Bernadette Després, la dessinatrice de Tom Tom et Nana. Et en fait, de fil en aiguille, au tout début, j'ai rencontré quelqu'un qui était relativement maladroit, quelqu'un qui tentait des choses, qui ne savait pas trop où il allait. Et j'ai vu petit à petit son projet se structurer, je l'ai vu monter, je l'ai vu rencontrer des personnes de plus en plus incroyables. Aujourd'hui, en témoignent les personnes présentes. Et c'est vraiment incroyable parce que Steven a cette pugnacité, cette capacité, quand il a un objectif en tête, à y aller, à se jeter à l'eau, même si en apparence, ça peut paraître très, très délicat. Et c'est là qu'il est très inspirant, qui nous élève et qui nous donne envie de nous dépasser et de réaliser l'impossible, j'ai envie de dire. En fait, il a une capacité à partager qui est très très forte et c'est là qu'on s'est réunis, parce que moi aussi j'aime bien rencontrer du monde, notamment chez l'habitant. Tout a commencé lorsque j'ai rêvé à 8 ans que je savais faire du vélo en marche arrière. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai battu le record du monde à 13 ans du 50 km en marche arrière, assis sur le guidon de mon vélo. Et puis, petit à petit, j'ai voulu aller encore plus loin. Je suis devenu psychologue cogniticien, c'est-à-dire que je m'intéresse au fonctionnement du cerveau, aux clés de l'apprentissage, aux clés de la motivation, aux clés du dépassement de soi. Et en fait, suite à mes études, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de travail. J'ai envoyé plus de 40 CV et lettres de motivation sur mesure aux 4 coins de la France. J'avais une détermination extraordinaire et malheureusement, ça n'a pas suffi. En revanche, eh bien, ça m'a ouvert de nouvelles pistes, de nouveaux champs. Et à la suite de cet échec, j'ai commencé à trouver un petit boulot. Et l'été suivant, eh bien, j'ai fait une rencontre complètement extraordinaire. J'ai monté un projet avec un ami qui a des capacités un peu extraordinaires, c'est Jonathan. Il avait un monocycle de 2,40 m, plutôt c'était le mien, mais je lui prêtais. Et en fait, il était artiste de rue et il m'a montré comment gagner de l'argent dans la rue. Et en fait, grâce à lui, eh bien, j'ai découvert ce métier d'artiste de rue et ça m'a donné envie de le suivre. Et du coup, une fois psychologue, comme je ne trouvais pas de travail, je suis devenu artiste de rue. Ça m'a emmené jusqu'à Hawaï, puisque j'étais invité par un Hawaïen passionné de vélo qui m'a invité chez lui. Et c'est là que j'ai découvert la magie de voyager chez l'habitant. Parce qu'en voyageant chez l'habitant, on va pouvoir nous donner tous les petits secrets des environs, tout ce qui nous parle à nous. Et en fait, ils m'ont transmis cette magie, cette passion pour leur coin. Et alors, pourquoi ce vélo ?
Eh bien, grâce à Jonathan, je me suis mis à chevaucher mon pignon fixe. C'est un vélo qui n'a ni frein ni vitesse. Et en fait, j'ai appris tout de suite à faire du surplace parce que mon truc à moi, c'est pas de pédaler, malgré les apparences du vélo. Allez, c'est parti. Démonstration, concentration, exécution. Et donc, après avoir été artiste de rue dans le sud de la France, en Australie, je vais revenir en France. Et l'été 2013, je vais participer au championnat du monde de coursier à vélo, où il fallait d'abord tenir en équilibre sur le vélo, puis lâcher une main, puis lâcher deux mains, puis lâcher un pied. Et le second, un Américain, Andy Zalane, un Américain, Andy Zalane, au bout de 6 minutes, il a tenu pendant 4 secondes sur un seul pied. Et j'ai tenu plus longtemps que lui. Et c'est ainsi en 2013 que je suis devenu champion du monde de track stand, champion du monde d'équilibre statique à vélo. Alors là, vous pouvez vous demander, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, pour ma part, ça m'a ouvert énormément de perspectives. À la suite de ce titre de champion du monde, j'ai réfléchi à quel projet je pourrais monter pour continuer à voyager chez l'habitant, comme chez mes amis hawaïens, Laurine et Molly. Et en fait, le soir de Noël, alors cette idée un petit peu saugrenue, je vais me dire « Eureka, je sais comment je vais voyager chez l'habitant. Je vais rejoindre le Cap Nord en prenant chaque soir mon vélo sur l'épaule et aller sonner chez l'habitant pour tenter de troquer un spectacle d'équilibre à vélo contre une nuit au chaud. » Au début, autour de moi, personne n'y croyait. Je commençais à sonner aux portes des entreprises. Et là, je vais me retrouver face aux dirigeants des transports jumeaux, une grosse entreprise de ma ville natale, Châteaudun. Et ce dirigeant, M. Mété, va me dire « Clément, je ne crois pas en ton projet, mais j'aime ta folie. » Et en fait, grâce à ce brin de folie, je vais le convaincre. Il va m'offrir un chèque, il va me sponsoriser. Et derrière, les entreprises vont s'enchaîner. Et en un mois et demi, je vais réussir à réunir 15 entreprises, notamment différentes multinationales. Et donc, je vais partir au Cap Nord en février 2014. Et grâce à la magie de l'action, eh bien, j'ai réussi à dormir dans plus de 40 maisons, dans 15 pays sur ce premier projet. Et après, j'ai perpétué ça aux 4 coins de la planète, sur 4 continents, au Japon, au Canada, en Australie, en Indonésie l'an dernier. Voilà, et j'essaie toujours, chaque soir, de chercher mes hôtes, et ça fonctionne. Et alors, ce que j'ai découvert derrière ces performances, qui peuvent ressembler à une sorte de performance de l'inutile, eh bien, j'ai essayé de pousser les choses à leur paroxysme. Et en 2013, je me suis attaqué au record du monde d'endurance en équilibre statique sur mon vélo. Je n'étais pas dans cette position-là, j'étais assis sur le guidon. Je vais vous montrer. C'est parti. J'avais un petit carré de 10 cm sur 10 cm à la roue arrière. Impeccable. Et en fait, j'avais un tout petit carré à la roue arrière et il ne fallait pas que j'en sorte pour que le Guinness des records valide ce record. Et j'ai réussi à tenir pendant 24 heures et 26 secondes en équilibre sur mon vélo statique comme ça. Et bien derrière cette performance qui en apparence est inutile, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la vie est en réalité une succession de cycles. Et de temps en temps, eh bien, on va traverser des crises, des moments un petit peu difficiles. On va être dans le creux de la vague. C'est ce qui m'est arrivé à 7 h du matin. Je venais de passer la nuit sur le vélo. C'était très éprouvant, très difficile. Et puis, je savais que si je persévérais, eh bien, je pouvais voir le bout du tunnel. Et c'est ce qui m'est arrivé. En fait, à 10 h du matin, j'étais encore sur le vélo. Il me restait 7 heures à tenir. Et là, j'ai eu l'appel des hormones. Ça m'a reboosté. Et derrière, ça a fonctionné. J'ai tenu pendant 24 heures. Donc c'est ça, la leçon de l'inutile, entre guillemets. Je me suis rendu compte que quand dans la vie, on a des difficultés, on peine, eh bien, il suffit juste de persévérer, de vraiment tenir le coup, de s'entourer de personnes qui croient en nous, qui vont nous aider à nous remettre en question et à peaufiner notre projet. Et ainsi, l'impossible devient possible. Merci beaucoup. Philippe, la question la plus importante, c'est comment vous avez pu réussir à créer ce lien entre l'animal et vous? Parce que c'est pas évident. Alors, je pense qu'il y a déjà, à la base, je pense que j'ai un don, peut-être, parce que c'est toujours un conflit. Vous avez des comportements de gens dominants ou moins dominants. Après, c'est à vous d'attirer la confiance de l'animal en disant attention, j'ai le droit de mort sur toi, mais je ne te ferai rien. Ça, c'est la première chose, mais c'est par le comportement.
la vitesse. Si vous parlez à un arbre, il faut vous mettre vraiment au ralenti, il va peut-être mettre 2000 ans à grandir. Nous, vaguement une centaine d'années. Si vous parlez à un reptile, il faut le laisser, c'est lui qui choisit. Exemple, si vous lui dites tu vas te mettre là, il n'ira jamais là. Il choisira son coin et il y restera pendant 4-5 ans, je vois l'expérience. Et après, c'est si vous passez tous les jours devant cet animal, ben, il va sûrement s'habituer à vous. Donc si vous acceptez cette tolérance vis-à-vis des autres, et vous êtes assez tolérant pour les accepter, parce qu'il y a aussi des petites crottes qu'il faut nettoyer, il y a des petites choses. Si vous acceptez ça, vous acceptez l'animal entier, et il le ressent à un moment, vous n'avez pas d'adrénaline, vous n'avez pas peur de lui, et que vous ne lui faites rien. Si vous mettez un animal ici et que vous passez toutes les 5 minutes de plus en plus près à côté de lui, tous les jours on va dire, bah, à un moment il va se rendre compte que c'est comme les vaches qui regardent un train passer, au début elles sont affolées, et après elles regardent le train passer, elles s'en foutent complètement. Et on a des oiseaux ou des lézards qui viennent, s'ils viennent chez vous, et vous les laissez faire, ils deviennent envahissants. Donc c'est toujours la connaissance, chez l'animal ou chez l'homme, qui va faire toutes ces différences, on va accepter, et je pense que toutes ces différences dont on parle sont notre propre richesse, parce que c'est comme ça qu'on échange, et en acceptant les différences. On met les barrières, on a tout perdu. Moi j'ai été épaté parce que vous n'êtes jamais tombé du vélo. Et moi, dès que je touche un vélo, je tombe. C'est quand même bizarre, non? C'est bizarre. Vous avez l'amour du vélo, c'est le vélo qui vous aime. J'ai l'amour du vélo, je crois. Plus qu'il m'aime, je sais pas, que c'est égal. Ce qui est sûr, c'est que... Ouais, parce qu'apparemment, vous avez commencé tôt. Voilà, ça fait plus de 20 ans et je continue. J'essaie de viser toujours plus haut, toujours plus loin. On verra quelles sont les limites physiques qui resteront finales. Très bien. Et Aline, à part vous chercher, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre parcours? Qu'est-ce qu'on peut dire sur mon parcours? Que sans diplôme, sans forcément des facultés cognitives extraordinaires, j'ai réussi quand même à être une référence dont certains médias font appel pour l'élaboration d'articles sur l'hypnose ou autres domaines, et que ma reconnaissance par le retour de mes stagiaires, c'est mon plus beau cadeau, c'est mon plus beau diplôme. Et c'est votre expérience personnelle qui vous a amené à cette voie-là? Tout à fait. C'est en transmettant ce qui, moi, m'a révélé, et en, bien sûr, pas avec une méthode que j'aurais apprise, mais vraiment un amalgame de beaucoup de notions, beaucoup de domaines d'activité, neurosciences, physique quantique, psychologie classique aussi, et spiritualité. Et j'ai fait à ma sauce. Et je propose des stages qui sont extrêmement efficaces et qui parlent à tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas spécifiquement adaptés à ma reconstruction à moi, mais à partir des échanges avec mes stagiaires, ils se sont enrichis ces stages. Et donc ils parlent, c'est universel, il y a des choses qui sont universelles de toute façon. Au niveau de l'émotion, l'humain, les émotions se manifestent chez tout le monde de la même façon, même si la cause n'est pas la même, la réaction est humainement similaire d'une personne à une autre. Vous êtes à combien de livres déjà? C'est que mon premier, mais il a été édité 3 fois, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que j'en ai écrit beaucoup. C'est bien. Oui. C'est bien, il faut en écrire encore d'autres. Oui, le deuxième, justement, ça sera du fond de la classe au devant de la scène, la revanche d'une conque. Très bien. Voilà. Bien. En tout cas, ce que j'admire, c'est sa persévérance à arriver à quelque chose. Ça veut dire que rien n'est impossible à quelqu'un qui veut avancer. Et il le prouve. D'abord par son équilibre, ça ne se fait pas en 2 minutes. Je ne fais pas l'équilibre non plus sur un vélo comme il fait. Ça, bien sûr. Voilà. Maintenant, la persévérance, ça veut dire que tout travail mérite salaire quelque part. Ça veut dire que tout le travail que vous faites, ce n'est pas un salaire d'argent, c'est pas ça dont je parle. C'est une récompense que l'on a à nous, et c'est cette persévérance qu'on retrouve un petit peu, toi, dans tout ce que vous faites, les uns les autres, et même dans les reptiles, où on prend le temps. Bien sûr, il peut y avoir des accidents, mais on prend le temps et on y va, et on gagne. Et je dis chapeau parce que c'est bien. Et voilà, sur le vélo. En plus, il tient en équilibre, je ne sais pas comment il fait. En fait, quand on le voit, il faut oublier le vélo. En fait. Parce que l'équilibre, en fait, c'est l'équilibre de la vie. Oui. Et ce qu'il explique, c'est l'équilibre de la vie. C'est pas du vélo. Le vélo, c'est une excuse. Mais enfin, l'équilibre de la vie, c'est ça. C'est ça. Pour chacun, retrouver son point d'équilibre qui va vous permettre de vous épanouir, de faire des choses positives, de rendre service, d'être humain, généreux. Enfin, toutes ces qualités qu'on demande viennent de ce point d'équilibre qu'on peut retrouver sur un vélo. Oui, tout à fait. C'est un point commun avec Steven, parce que le vélo,
Il a été chez ses intervenants en vélo tout le temps et il a persévéré malgré la pluie, la neige, la grêle, les portières de voiture aussi quelquefois. Voilà. Bon, tu fais pas voler ton vélo, s'il vous plaît. Et moi ton alligator aussi. Fais gaffe, il y a un côté qui manque. Oui. Comment accompagner le mouvement, le maîtriser, or how could we work afin de le sculpter, how could we master it, d'entrelacer, so we can sculpt it, d'assembler, intertwine it, de créer forme et volume, and assemble strands of hair to create forms, shapes and volume. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laetitia Guénaou. Je suis très heureuse d'être parmi vous déjà à travers cette caméra, mais aussi avec toutes ces personnes qui m'entourent autour de moi, qui sont des gens talentueux, exceptionnels. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Me concernant, écoutez, c'est très simple, je suis née dans le sud de la France. J'ai eu comme rêve, comme tous ces jeunes à l'âge de 20 ans, c'était dans les années 80, de venir à Paris et de poursuivre ma carrière, parce que c'était très difficile dans le sud de la France pour la simple raison, c'est que dans le métier dans lequel je suis coiffeuse à la base, et on passait d'un apprentissage à, il fallait attendre au moins 4-5 ans avant de pouvoir intégrer un salon de coiffure, puisque à Paris, dans le sud, l'assistant n'existait pas. Donc, me voilà arrivée à Paris à l'âge de 20 ans, avec la tête pleine de rêves. Et le premier rêve était d'abord de travailler dans un grand salon parisien, chose que j'ai pu faire assez rapidement, même si l'adaptation a été quand même difficile. Je dois dire que quand on quitte le sud, c'est pas toujours évident de quitter sa famille, de quitter ses amis, mais bon, bref, j'avais des rêves plein la tête et mes rêves étaient beaucoup plus importants que tout le reste, même si ma famille, attention, hein, je le répète, ma famille est très importante quand même. Mais cela dit, au bout de quelques années dans les salons de coiffure, eh bien, je me suis très très vite ennuyée et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait chez les gens, c'était en fait leur beauté extérieure, bien sûr, de par mon métier, mais surtout cette beauté intérieure. Et petit à petit, j'ai travaillé sur ce thème-là. Et par la suite, me suis retrouvée dans le cinéma, mais vraiment par hasard, encore des belles rencontres qui ont jalonné comme ça ma vie. Dans le cinéma, où je me suis spécialisée dans les films d'époque, ensuite après le cinéma, la musique, j'ai suivi pas mal d'artistes que je coiffais, que je maquillais, etc. Et j'étais toujours pas satisfaite parce qu'en fait, j'avais plus envie de travailler sur l'humain que de travailler sur ce qui est en tous les cas cette beauté extérieure, qui est importante bien sûr, mais avant la beauté extérieure, la beauté intérieure est beaucoup plus importante pour moi. Par la suite, j'ai rencontré L'Oréal, bien sûr, qui m'a ouvert ses portes et qui m'a fait voyager dans le monde entier. Ça aussi, ça a été une très très belle expérience. Je travaille d'ailleurs toujours pour eux, mais une expérience humaine surtout. Une très belle expérience humaine parce que d'apprendre comme ça, comment de pays en pays, de culture en culture, cette beauté extérieure autant que cette beauté intérieure, eh bien, ça a été un enrichissement incroyable. Et alors, une autre belle rencontre, ça a été Steve. Ça a été Steve parce qu'en fait, pour être très sincère avec vous, je vais être très authentique, hein, je ne me souviens plus du tout comment on s'est rencontrés. Je me souviens juste d'une chose, c'était il y a 3 ans, qui m'a appelée et j'ai eu ce jeune homme au téléphone qui me dit, voilà, je m'intéresse à votre travail. Alors j'étais très surprise parce que d'abord s'intéresser à un coiffeur, c'était... Enfin voilà, quoi, c'était pas on va appeler un chanteur, on va appeler un acteur, ou en tous les cas quelqu'un qui a un parcours extraordinaire. Pour moi, je n'avais pas un parcours extraordinaire, je n'avais pas grand-chose à raconter. Et puis cette rencontre s'est faite, et là j'ai vu un jeune homme qui m'a surtout donné une belle leçon de vie, qui est très simple en fait, c'est de croire en ses rêves et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et
À ma première rencontre, ça a super bien matché tout de suite, parce qu'en fait, on était sur la même longueur d'onde, chacun de par son métier qui était complètement différent, mais quand même sur la même longueur d'onde qui était l'humain. Et je me suis dit, c'est fou, parce qu'en fait, voilà quelqu'un, j'appellerais plutôt ça, moi, un marieur, quelqu'un qui fait que les gens se rencontrent et qui à un moment donné, chacun a un métier complètement différent, mais la sève et la source est la même. Hein. C'est d'aller loin, de partager ses connaissances, de montrer que quelquefois on part de quelque chose qui est qui ne peut peut-être pas aboutir, mais en tous les cas, quand on y croit très fort, eh bien, ça finit par se réaliser. Et je dirais aussi que dans cette rencontre, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la pugnacité surtout et cette envie d'aller au bout de son projet. Donc Steven, merci en tous les cas pour cette leçon que tu m'as donnée, parce que on sait que la vie, on est tous quelque part un enseignement les uns pour les autres, et que dans cet enseignement que tu m'as donné, que je retransmets moi aussi à travers les gens que je rencontre, eh bien, je tenais à te remercier énormément et te dire que continue, parce que quelque part, les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, qui sont autour de moi, là, m'ont emmené très loin, ben voilà, quelquefois en une après-midi, eh bien, on peut sortir très riche en une simple après-midi, parce qu'on a rencontré les bonnes personnes et que cette chance, quelque part, ben, c'est Steven qui l'a créée et qui a fait que j'ai pu les rencontrer, tout simplement. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Je me présente très rapidement. Bon, j'étais exploitant agricole pendant éleveur de chevaux, utilisateur de chevaux de sport et membre de l'équipe de France d'ailleurs de saut d'obstacles pendant les années 75 à peu près. J'ai beaucoup fait de compétition, mais j'ai surtout beaucoup dressé de chevaux et me suis occupé de cette propriété familiale près de Bordeaux avec beaucoup de passion, et je dois dire que les chevaux m'ont beaucoup appris. Les chevaux m'ont rapproché des réalités de la vie. Le cheval est votre miroir. Si vous avez une bonne attitude, si vous avez une bonne tenue, si vous savez demander peu, souvent, jamais longtemps, pour que le cheval puisse comprendre et puisse accepter ce qu'on lui demande et que ça puisse rester gravé dans sa tête, c'est très intéressant, notamment avec les petits poulains que j'ai l'habitude de dresser, puisque nous avons à peu près une quinzaine de naissances de petits poulains par an. Et pendant toute ma vie, j'étais le premier à pouvoir un peu toucher ces poulains, les habituer à la présence de l'homme, et ça les marque toute leur vie. Si vous faites un faux mouvement, si vous avez une mauvaise attitude, si vous avez un mouvement d'humeur, eh bien, le reste de leur vie, ces chevaux sont souvent gênés, ils se souviennent. Donc, mon travail a été celui-là, de préparer des chevaux à la compétition pour ensuite les vendre à des personnes qui pouvaient s'en servir, ou pas d'ailleurs, mais qui mettaient la clé pour pouvoir sauter les obstacles et se faire plaisir. Parallèlement à ça, j'ai eu la chance, jeune, de vivre dans les souvenirs de Gustave Eiffel, parce que j'ai été en partie élevé. J'ai passé beaucoup de temps avec sa propre fille, Valentine, que son père aimait beaucoup, et Valentine me parlait beaucoup de son père. Donc j'ai partagé ma vie entre cette exploitation agricole, où j'ai travaillé pendant 50 ans, et les propriétés de l'ingénieur. Pendant l'été, jeune, je passais du temps avec Valentine, qui me parlait de son père. Elle me disait qu'il fallait bâtir, apprendre à construire ces valeurs. Aujourd'hui, que j'ai reçues jeune, eh bien, maintenant que je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps. J'ai bien sûr beaucoup d'activités, mais beaucoup d'activités mémorielles en faveur de Gustave Eiffel, en faveur des valeurs, en faveur des valeurs de son œuvre. Son œuvre est symbolique, elle rassemble. Il n'a pas construit de murs, il a construit des ponts, il a construit des liens entre les gens. Les gens sont heureux quand ils vont vers la Tour Eiffel, les gens sont fiers
quand il voit des constructions audacieuses qui sont toujours modernes. Et dans ce sens, mon travail, c'est aussi de faire connaître auprès d'un grand public, auprès d'un large public, la vie et l'œuvre de mon aïeul. Ça intéresse les enfants, ça intéresse les personnes de ma génération, ça intéresse même les personnes plus âgées, ça intéresse partout dans le monde entier, et c'est pour moi un grand plaisir, un très grand honneur, évidemment, de pouvoir parler du travail et de la symbolique laissée par Gustave Eiffel. Ça a été un inventeur multiforme qui a fabriqué, qui a commercialisé, qui a inventé, qui a envoyé des pièces de fer à travers le monde pour qu'elles soient assemblées par souvent les locaux. En Chine, on retrouve 124 ponts, en Amérique du Sud. La Statue de la Liberté a été construite à Paris, démontée, puis remontée à New York sur son piédestal, son socle. La Tour Eiffel aussi était préfabriquée à Levallois pour être montée pièce par pièce sur le Champ de Mars. Aucune pièce n'a été un peu, on peut dire, réparée ou ajustée sur place. Si ça ne convenait pas, eh bien, on ramenait la pièce à Levallois-Perret pour pouvoir la remettre en état, et c'était un grand jeu de mécano finalement. C'était un inventeur de la construction en kit, on peut dire. Donc, il a terminé sa vie comme un grand scientifique également, inventant l'aérodynamique moderne, construisant un avion, l'ancêtre de l'avion de chasse moderne, avec des ailes basses, inventeur du diffuseur, l'ancêtre du réacteur. Il a mis au point aussi bien l'hélice éclair de Marcel Dassault, c'est incroyable, que la voiture de Sébastien Loeb, plus récemment, qui a été mise au point avec le propre matériel de l'ingénieur dans le laboratoire Eiffel, avec qui j'ai la chance d'être en lien étroit par l'intermédiaire de Martin Peter, ingénieur, celui qui l'a sauvé de la démolition, qui l'a fait classer au monument historique, et il a travaillé 60 ans dans ce laboratoire. Aujourd'hui il en est le conservateur. Nous travaillons ensemble d'ailleurs souvent pour pouvoir parler de l'ingénieur. Quoi de plus logique, puisque j'ai beaucoup d'anecdotes familiales, j'ai beaucoup d'archives. Je me suis défendu quand on m'a attaqué, souvent des attaques qui sont pas tellement, qui étaient un peu idiotes, on peut dire, et je me suis battu par les archives, parce que j'ai beaucoup d'archives. Mais tout ceci doit sortir surtout par le côté lumineux de la chose, c'est-à-dire, Gustave Eiffel disait, la Tour Eiffel cache un peu l'œuvre que j'ai réalisée. Moi je pense le contraire, je pense que la Tour Eiffel illumine l'œuvre qu'a réalisée mon ancêtre. La Tour Eiffel est une œuvre de paix, est une œuvre qui a une forme propre, c'est le résultat de tous ces calculs. Il s'est après mis dans la science, il en a prouvé son utilité aussi, par les expériences de radiotélégraphie sans fil qu'il a réalisées à partir du haut de la Tour Eiffel, par l'antenne qu'il a installée en haut. La Tour Eiffel a permis de sauver notamment Paris de l'invasion allemande dans les années 14. C'est elle qui a prévenu des mouvements des troupes grâce à la radiotélégraphie sans fil et à l'antenne qu'avait installée à ses frais Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, à la fin, était un pionnier du coworking aussi. Toutes ces valeurs, si vous voulez, font que, évidemment, entre les chevaux et la vie d'Eiffel, eh bien, aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir ce parallèle, de pouvoir réfléchir à la bonne attitude, de pouvoir réfléchir que, effectivement, c'est comme une compétition, la vie. Ce sont des moments, ce sont des instants, la vie, ce sont des instants à partager. Et il faut préparer ces instants, il faut apprendre à avoir réfléchi avant de parler. C'était aussi ce que préconisait Eiffel. Et les chevaux, eh bien, puisqu'on fait ce parallèle, les chevaux aussi demandent
demande d'avoir du respect. Le respect est la chose la plus importante pour pouvoir avancer. Voilà, ces valeurs de partage me sont très chères et c'est pour ça que, évidemment, je participe à votre manifestation. J'en suis très heureux et je vous donne rendez-vous très rapidement au Campus Eiffel. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il y a une personne qui nous a réunis tous, qui s'appelle Steven. Je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. Et il nous a contacté, parce que je fais partie d'un club de moto, il a contacté le club pour nous dire qu'il mettait en relation des gens qui faisaient des choses top. Ben nous, on a décidé de faire des choses tout court et d'aller dans le concret. On a un club de moto qui est né il n'y a pas très longtemps, qui est composé de 80% de forces de l'ordre, qui est dans toute la France. On a actuellement des chapitres dans le nord de la France, dans le sud de la France, vers Bordeaux, et d'autres qui vont s'ouvrir également. De belles balades en perspective. En plus de faire de la moto, en plus d'être barbu tatoué, en plus d'être policier, gendarme, ancien militaire ou autre, on œuvre, on essaie de porter notre pierre à l'édifice par rapport à nos connaissances et nos métiers pour aider les enfants qui sont en harcèlement scolaire. On n'est pas trop aimé de l'éducation nationale, bien qu'on est payé par les mêmes. Mais aujourd'hui, on accompagne des parents qui nous sollicitent tout au long de cursus difficiles, qui peut s'avérer des enfers pour des gamins, pour des gamines. Et on les prend en charge, on désigne d'office un parrain qui va s'en occuper jusqu'à la fin et jusqu'au bout. D'ailleurs, on a des gamins maintenant qui sont adolescents. Et on les aide par rapport à nos métiers, sur l'administratif, pour le juridique, pour tout ce qui peut les aider. Et si ça ne fonctionne pas, on va dire bonjour. On va leur dire bonjour à l'école, on va les chercher à l'école, on s'en occupe. Et on essaie de donner un petit rayon de soleil dans un moment qui peut être un peu compliqué. La scolarité, pour des enfants, ça peut devenir vite un enfer. C'est pour ça que nous, on essaye de les aider au maximum. Voilà. Merci à tous. Regarde, on va la lâcher, on va la faire courir. Allez, cours, cours. Vous voyez la couleur? Il veut faire du vélo. Elle change de couleur, elle devient floue. Elle devient invisible. Ça, jamais pensé. Regardez bien. Ça, c'est pas mal, ça. Non, c'est la vérité. Un oiseau de proie veut la piquer, toc, il la prend. C'est plus la même chose, elle est devenue invisible. C'est intéressant, ça. Mais oui, mais ça c'est... T'es sérieux? Personne n'en parle, mais ça c'est les observations dans la nature. Chaque animal a une défense, donc ces couleurs rouges, ça veut dire qu'il n'est pas bon à manger, il est dangereux. Et en plus, comme il change de couleur par rapport à la vitesse de notre vue, regardez ça, il devient plus de la même couleur, c'est plus la même bête, c'est autre chose. Il va sauter. Hop là. Non mais laisse-le faire. J'ai peur qu'il tombe. Non, t'inquiète, regarde. Donc, en fait, c'est sérieux, je suis un Attention, tu parles. Et hop, on y va. Et hop. Bravo. Parce qu'il n'est pas fait là. Moi je vais l'abîmer. Allez. Non. Allez, viens là. Caresse-le un peu à l'arrière, comme ça, tu le caresses un peu. Allez. C'est ça? Non, il est bien là. Allez, viens. Allez, hop. Oui. D'avoir papa. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Daniel Tal, auteur de livres et aussi entrepreneur. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir plein de personnalités inspirantes ici chez moi, parce que ici vous êtes dans mon salon, vous êtes dans l'endroit où je vis la plupart du temps. Vous avez derrière moi mes guitares qui représentent mon parcours, mes rêves. Je suis venu vous dire que j'ai commencé ma carrière de chercheur spirituel à l'âge de 16 ans en lisant L'Alchimiste qui disait qu'il fallait suivre ses rêves et poursuivre sa légende personnelle. J'ai cru par moments dans la vie que je m'étais trompé et que tout ça c'était des bullshit parce qu'il y a eu parfois
des phases un petit peu difficiles et plus compliquées, où on a l'impression de ne pas atteindre ses objectifs. Mais au final, à bientôt 48 ans, je peux vous dire qu'effectivement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait suivre ses envies. Ce parcours m'a amené à rencontrer des personnalités exceptionnelles, et notamment Steven, qui est une sorte de multiplexeur relationnel. Alors aujourd'hui, il y a tout un mystère qui plane autour de ce personnage. On ne sait pas exactement comment il fait pour convaincre autant de personnes de le suivre et de les interviewer, des personnes qui sont parfois très connues et influentes, mais pourtant il y arrive, et c'est la preuve qu'en partant de rien et simplement partir de ses qualités humaines, on peut attirer d'autres personnes exceptionnelles à soi. Et donc je le remercie une nouvelle fois de nous avoir tous réunis pour cette émission Inspirez-nous. Je remercie pour tout ce qu'il a fait et je vous souhaite une bonne continuité à tous et à toutes. Merci beaucoup. Qui unit aujourd'hui tout le monde. Il y a une personne qui a uni tout le monde physiquement, mais tout le monde est dans le même état d'esprit, de transmission, de passion, d'amour. Je pense que c'est aujourd'hui par des animaux, par des passions de métier, par des passions sportives et de dépassement de soi. Ces liens infimes qui font du bien et qui font croire à l'être humain tout court. C'est un peu ça. Voilà, c'est ce que je pense. Ce qui est beau dans ce que tu fais, c'est que c'est hyper mutuel. Tout le monde y gagne et plus on s'entraide, et plus on va vite loin. Et ce qui est beau, c'est qu'on a des parcours très différents et pourtant nos valeurs se rapprochent. Ce qui nous fait vibrer, j'ai beaucoup entendu le mot rêve cet après-midi, ce sont les mêmes choses, chacun à notre manière. Et au final, on parlait beaucoup de singularité ces derniers mois ensemble. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'on est très très différents. On a pris nos chemins de vie et au final, on a énormément de points communs.